Mardi 28 mars 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le tenancier d'un cache-point situé à Souamanadjar a été tué ce matin vers 6 heures par deux malfaiteurs cagoulés. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une moto, emportant environ 21 millions d'ariars. Selon le fils de la victime, il pourrait s'agir d'une attaque préméditée du fait que les malfaiteurs connaissaient l'heure à laquelle le père de famille quitte le foyer pour aller travailler, selon la famille du malheureux père de la famille. Félan Hakout Rassoul. Des coups de feu ont retenti, alertant les alentours de Souamanadjar ce matin. Un père de famille, tenancier d'un cache-point à Souamanadjar, a été abattu alors qu'il était sur le point de rejoindre son lieu de travail. Les malfaiteurs l'ont attendu dans une ruelle à proximité de sa maison et l'ont menacé de leurs armes. La victime a résisté et a pris la fuite pour ensuite entrer dans cette boucherie. Mais ses agresseurs l'ont poursuivi jusque dans la boucherie et l'ont abattu en lui tirant dessus 4 fois. Les malfaiteurs se sont ensuite emparés de son sac d'après les témoins oculaires. Il s'agit d'une attaque préméditée d'après le fils de la victime. Ce dernier suspecte même, derrière cette attaque, un proche qui connaît très bien la famille. À noter que tous les témoins ont choisi de cacher leur visage par crainte des représailles. Les forces de l'ordre sont venues sur place et ont ouvert une enquête sur cette affaire. Ensuite, les 3 responsables en charge des travaux de réhabilitation des rues d'Antananarivo, à savoir le maire de la ville d'Antananarivo, le gouverneur de la région Analamang et le ministre des Travaux publics sont venus voir l'avancement des travaux de réhabilitation ce matin. Ce sont les rues reliant à Kadmbaok et Bypass et celles des 67 hectares qui ont été les premiers à être réhabilités et qui ont été fonctionnels depuis 18 heures ce jour. Les travaux de réhabilitation des rues de Tana se poursuivent dans d'autres quartiers. Les détails avec Naté Rakoutmav. 17 rues de la capitale ont besoin de travaux de réhabilitation par le ministère des Travaux publics actuellement. Les premiers travaux concernaient les axes du rond-point à Kadmbaok vers Akadiv Bypass et les rues des 67 hectares passant par le quartier dénommé Aigle d'Or vers la station Jovena. La réhabilitation des rues de la capitale requiert la coordination de tous les responsables concernés, dont le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui. Cette coordination se fait selon l'envergure des travaux. Les rues qui requièrent des grands travaux sont prises en charge par le ministère des Travaux publics. Les moyens de travaux sont effectués par la région Analamang, si les petits travaux sont faits par la commune urbaine d'Antananarivo. Selon le gouverneur de la région Analamang, les rues de Tana ont manqué d'entretien depuis des années, d'où leur état actuel. La commune urbaine d'Antananarivo n'ayant pas beaucoup de moyens pour prendre en charge les travaux, l'entraide est donc nécessaire, affirme le maire de la ville d'Antananarivo, tout en ajoutant que la ville a déjà conclu un accord avec la Jirama pour l'entretien des routes. À cet effet, cette dernière doit remettre en état ce qu'elle a détérioré à travers ses éventuels travaux, car ce sont parmi les facteurs de détérioration des rues de la capitale actuellement. La réhabilitation de la route à Kadmbaok et des rues des 67 hectares ont été achevées ce jour vers 18 heures. Elles sont désormais fonctionnelles, selon le ministre des Travaux publics, qui a souligné que les travaux se poursuivront sur tous les axes ayant besoin de grands travaux. Il appelle également les usagers à veiller au bien public et de ne pas jeter les déchets dans les canalisations. En effet, si ces derniers sont bouchés, les eaux qui stagnent seront à l'origine de la détérioration des chaussées. Le lavage des voitures sur la chaussée est également à éviter pour les mêmes raisons. Il a tenu également à s'excuser du gêne occasionné du fait des travaux et appelle les usagers à faire preuve de patience car les travaux doivent se faire suivant les normes et la qualité. Les 3 responsables en charge des travaux, notamment le maire de la ville d'Antananarivo, le gouverneur de la région Analamang et le ministre des Travaux publics sont venus constater les travaux de réhabilitation des rues de la capitale aujourd'hui. En santé, le complément alimentaire Plum Peanut, utilisé pour soigner les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, est actuellement en vente libre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Cependant, la consommation abusive de ce produit par les enfants en bonne santé est susceptible d'occasionner diverses affections comme la goutte, le diabète, l'hypertension ou encore l'insuffisance rénale selon les informations. Par conséquent, la vente de ce complément alimentaire est interdite. Les responsables de la santé publique ont lancé un appel concernant cette situation. Les détails avec Anjana Martina et Ansar Hadjan Arvelou.
Certaines personnes vendent le plum peanut pour un prix de 1100 arrières l'unité à Antananarivo. Et ça se répand déjà sur les réseaux sociaux. D'après nos enquêtes, ce sont même des grossistes qui vendent ce type de compléments alimentaires sur Facebook et ils écoulent plus de 300 pièces. C'est le signal d'alarme lancé par le réseau de champions de la nutrition, Madachanut, qui regroupe les journalistes, les athlètes et les artistes luttant contre la malnutrition face à la généralisation de la vente de plum peanut sur Facebook ces derniers temps. Plum peanut est un complément alimentaire destiné au traitement des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë. Ce complément alimentaire est prescrit et donné gratuitement après un examen médical en cas de malnutrition, selon les informations. Par conséquent, la présence d'un groupe de personnes qui vendent délibérément ce médicament signifie un détournement de biens publics. Selon les médecins, le fait de consommer du plum peanut pour un enfant sain présente des dangers. Ce complément alimentaire contient des nutriments puissants, de sorte qu'il peut entraîner diverses affections sur une personne en bonne santé, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un jeune ou même les plus âgés. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec la police nationale, entame déjà une enquête concernant la vente illicite du plum peanut. Le résultat de cette enquête est donc attendu. Et le groupe CFAO Madagascar vient d'intégrer le projet Avouté, initié par l'association Fiti dans le sud de Madagascar. Cet après-midi, ce groupe a fait un don de 7 tonnes de farine enrichie à l'association Fiti. Ces farines vont servir de complément alimentaire pour les cantines scolaires dans le sud. Le groupe CFAO a promis que de telles remises de dons vont se poursuivre pour venir en aide aux enfants dans le sud de Madagascar. Si au début du projet Avouté, près de 3500 élèves ont pu être nourris au sein des cantines scolaires par l'association Fiti, aujourd'hui, ils ont près de 9921 écoliers, dont près de 20 établissements scolaires à bénéficier de repas chauds. Cet après-midi, le groupe CFAO Madagascar a rejoint cette cause et a fait don de 7 tonnes de farine enrichie qui vont être servies en petit déjeuner dans les cantines scolaires, en complément des plats chauds servis à midi. Ces 7 tonnes de farine enrichie seront servies pendant 3 mois. Le don d'aujourd'hui consiste à donner des compléments alimentaires pour le Kéré dans le sud. On donne 7 tonnes de dons et comme vous l'avez entendu, ça permettra de nourrir 9920 enfants pendant une durée de 3 mois. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, CFAO, le groupe CFAO, parce que nous sommes présents dans 38 pays aujourd'hui. Et dans tous les pays où nous sommes présents, nous avons une action sociétale et RSE extrêmement forte qui va de la santé, donc en l'occurrence avec les compléments alimentaires ici, à l'éducation, aux hôpitaux, à plein d'autres domaines. Et cette action, on a voulu la mener, puisque c'est, ça, vous savez, les petites choses démarrent de rencontres. Et là, on avait une volonté, l'association Fiti aussi avait cette volonté. Et on s'est dit, ok, on y va. Et voilà, donc c'est une première étape. Et il y en aura d'autres, parce que, comme je disais, le groupe CFAO Madagascar est présent depuis 76 ans. Et ça va encore durer. Et donc, on veut aussi contribuer, comme on l'a fait auparavant, et encore plus longuement, au développement du pays et à l'accompagnement, et ça passe aussi par le développement humain. Et donc on va faire à cette étape-là, avec aujourd'hui les compléments alimentaires, demain l'éducation, pour qu'il y a toute une chaîne qui se met en place, et que le présent de ces enfants soit notre futur de demain. Le groupe CFAO Madagascar a promis que ces dons dans le cadre du projet Avouté vont se poursuivre. Donc ils sont acheminés vers le sud dès cet après-midi et seront servis cette semaine, même dans les 20 cantines scolaires dans le sud. Dans un tout autre sujet, pour continuer, le gouvernement malgache est prêt pour les échéances électorales et toutes les dispositions en ce sens sont en cours, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Silla lors de sa rencontre avec la délégation des Nations Unies arrivée à Madagascar hier après-midi. Parmi les membres de cette délégation, le directeur régional pour l'Afrique de l'Est, Graham Maitland, et le sous-directeur pour l'observation des élections, Simon-Pierre Mainitelamio. Le but de cette délégation est de venir voir la situation politique et d'aider Madagascar à se préparer à la prochaine élection présidentielle. Ils ont déclaré également que l'élection devrait se dérouler dans un climat apaisé et serein. Et la venue de cette délégation est importante car elle permet de renforcer la démocratie que Madagascar a préservée depuis de nombreuses années maintenant et aussi de garantir la stabilité du pays. Après cette première rencontre avec la ministre des Affaires étrangères,
étrangères. Cette délégation rencontrera toutes les instances en charge de l'organisation des élections. Actuellement, il existe plus de 170 écoles de formation paramédicale dans tout Madagascar, mais seulement 117 d'entre elles ont des documents légaux. C'est pourquoi des dispositions ont été prises pour que les élèves des écoles privées suivent des stages au sein des hôpitaux publics. Cette décision a été prise par le ministère de la Santé publique en concertation avec les propriétaires des écoles. Khatroman Zatouf sur les images de Kevin Ravounersan. Le nombre des élèves provenant d'écoles ordinaires et d'écoles paramédicales qui ne disposent pas de documents légaux et qui effectuent des stages au sein des hôpitaux publics est à l'origine de certaines confusions au sein de ces établissements, raison pour laquelle l'organisation d'une rencontre entre tous les acteurs du monde de la santé, y compris les écoles qu'ils soient publiques ou privées, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, est importante. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer la qualité des services de santé selon les informations. En raison des dispositions prises pour le retour à la normale, la pratique des stages au sein des hôpitaux publics a été suspendue pour une durée déterminée. Les écoles dont l'autorisation de suivre des stages a expiré seront fermées pour une durée indéterminée, mais les élèves issus des écoles dont l'autorisation n'a pas encore expiré peuvent poursuivre leurs stages selon les informations. Cependant, il y a un contrôle et une révision des documents afin que les élèves puissent poursuivre leur stage au sein des hôpitaux publics. La direction des instituts de formation paramédicale a indiqué que la révision de stage auprès de ces hôpitaux est actuellement en cours. Et concernant maintenant les actualités sportives, Nicolas Dupuis réalise son échec dans la gestion de l'équipe nationale barrée à Madagascar et dépose sa démission auprès de la Fédération malagache de football. Après la défaite de 2-0 que nous avons subie lors du match retour face au Centrafrique hier à Douala, Cameroun, cet entraîneur des barrés à Madagascar a annoncé sa démission et attend la décision de la fédération. Ainsi, Nicolas Dupuis n'a pas attendu septembre, la date prévue pour son départ, et de ce fait, un nouvel entraîneur devra être désigné pour le remplacer. L'équipe nationale malagache, quant à elle, n'a plus aucun espoir d'accéder à la CAN 2023, même s'il reste encore 2 matchs à jouer. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales en France, les opposants à la réforme des retraites manifestent de nouveau partout dans le pays mardi pour une 10e journée d'action à haut risque, 5 jours seulement après la précédente marquée par un regain de mobilisation et ternie par de nombreux débordements. France 24. Ce matin, gare de Lyon à Paris, des premiers manifestants montent sur les voies. Une opération de blocage des syndicalistes, plusieurs centaines de cheminots accompagnés de personnel de santé, tous opposés à la réforme des retraites qui a été votée. Autre démonstration des grévistes du secteur de la métallurgie à Valenciennes. La 10e journée d'action se veut plus musclée, affirme le secrétaire local de la CFDT. Les gens en ont marre de marcher un peu comme un troupeau de moutons, donc on a décidé de faire des actions comme ça depuis 15 jours déjà. On fait des blocages improvisés, on joue au jeu au chat et à la souris avec la police. On fait un tractage, on fait un barrage filtrant. Bon, ça crée un peu de désordre et c'est le but, quoi. À Rennes, toute une partie de la rocade a été bloquée plusieurs heures par ces rassemblements avec l'incendie de quelques palettes. Sur l'île de la Réunion, ambiance plus calme. 1500 personnes ont défilé dans les rues ce matin. C'est moins que le 7 mars, mais ces syndicalistes restent très mobilisés, affirme-t-il. Il est encore utile d'être encore dans la rue aujourd'hui. On est plus que mobilisés. Il faut se mobiliser. Il faut dire non à cette réforme. Philippe Martinez a choisi Clermont-Ferrand pour son dernier déplacement. Ce matin, il lance un nouvel appel au gouvernement. On a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. À Paris, le défilé commencera dans quelques heures. En attendant, certains établissements finissent de se barricader en cas de débordement. Certains gérants se veulent optimistes. Après, ça fait quelques années qu'on est là et on a de la chance, on n'a jamais eu de casse. En général, c'est bonne ambiance, ils viennent prendre un coup. Ils viennent pas pour casser en général. Un dispositif de sécurité important a été mis en place tout le long du parcours. Plus de 5500 policiers et gendarmes sont déployés dans la capitale.
Ensuite, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a dévoilé au grand jour l'hypocrisie des États occidentaux, a dénoncé l'ONG dans son rapport annuel. Toujours les détails avec France 24. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, une guerre que la communauté internationale n'a pas su prévenir selon Amnesty. Dans son rapport annuel, l'ONG salue la réaction immédiate des États occidentaux face au conflit, sanctions économiques contre Moscou, aide militaire envoyée à l'Ukraine. Amnesty met toutefois en avant la politique 2 poids 2 mesures des Occidentaux et une différence de traitement par rapport aux violations commises ailleurs dans le monde, en Arabie Saoudite, en Israël ou encore en Chine. En négligeant les autres crises, on amoindrit la valeur de ce qui a été fait en Ukraine. Et on rend le dénouement beaucoup plus difficile. Le dénouement, ça devrait être un engagement universel pour des valeurs et pour un état de droit qui s'applique partout à tout le monde. L'ONG dresse également un état des lieux de la liberté d'expression. Elle a régressé pour plus de 80% de la population mondiale par rapport à 2021, mais aussi sur la répression. Sur 156 États analysés, 85 ont eu recours illégalement à la force contre des manifestants pacifiques. La France est dans le viseur. Amnesty demande la suppression de certaines armes utilisées par les forces de l'ordre. Il y a un recours disproportionné à la force que nous avions déjà dénoncé au moment des Gilets jaunes, mais on voit les résultats, rien n'a véritablement changé et il y a toujours un recours excessif en France à la violence de la part des forces de l'ordre. Autre thématique où la communauté internationale a échoué selon Amnesty, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore le droit des femmes. L'ONG rappelle qu'au Mexique, par exemple, au moins 3450 femmes ont été tuées en 2022. Et puis, la capitale nigérienne est envahie par les déchets plastiques. Les conséquences sur le bétail sont de plus en plus importantes. De ce fait, les moutons, les vaches, les dromadaires qui avalent ces sachets plastiques meurent très nombreux chaque année. Les détails avec France 24. Cette vache est en train de manger un déchet plastique qui pourrait lui être fatal. À Niamey, plus de 29% des ruminants meurent chaque année à cause de l'ingestion de ces déchets. Abdoulaziz Silla a plusieurs fois assisté à la lente agonie de ces vaches. Tu vas toujours voir son ventre plein. Tu vas la voir manger, mais le ventre rempli comme ça. C'est là que tu sauras que ce sont des sacs plastiques. Elle ne prend pas vraiment de poids à pareil moment. 16 000 tonnes de déchets plastiques sont produites annuellement par Niamey. Les agents de la mairie sont débordés par la masse de déchets rejetés par les habitants. Certains jeunes se mobilisent pour ralentir cette pollution. JVE, une association pour la protection de l'environnement, tente de changer les mentalités. Nous sommes les jeunes. Nous aussi, on a le droit d'aider notre pays. On sensibilise nos camarades sur les déchets plastiques et autres, qu'on ne doit pas polluer la terre, l'air et l'eau, parce que les déchets plastiques menacent notre environnement. Les agents du corps paramilitaire Eaux et Forêts du Niger sont chargés de mener les recherches sur les impacts de la pollution. Ils estiment que les déchets plastiques menacent la pérennité de l'élevage, l'un des piliers de l'économie nigérienne. Imaginez tout ça là dans le ventre d'un animal. On se retrouve avec une perte donc, au niveau des laboratoires frigorifiques dans les 5 ans là, d'à peu près plus de 5 milliards. 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA donc en termes de pertes économiques. Le continent africain ne produit que 7% des plastiques de la planète, mais il est le plus touché par la prolifération de ces déchets. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Point de droit au Nézouk avec Seine Ranirlantou. Quant à moi, je vous dis excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.